Tereau pour le groupe Les Républicains et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, nous arrivons à la discussion de l'ensemble de la mission cohésion des territoires. Pour ma part, je souhaite consacrer et concentrer mon intervention sur les crédits des programmes 112 et 162 relatifs à la question de l'aménagement du territoire. Mais avant tout, je voudrais remercier notre collègue Louis-Jean de Nicolaï pour le travail effectué au nom de la commission de l'aménagement du territoire. C'est vrai que la tâche n'est pas simple. Je le sais pour avoir porté ce rapport pendant 10 ans et il est toujours désagréable, qui plus est pour un sénateur, d'observer des diminutions de crédits consacrés à l'aménagement du territoire. Vous me direz, monsieur le ministre, que cette fois-ci, les crédits ont augmenté. C'est en effet le cas pour le FNADT. Il y a peut-être là une volonté de redynamiser le fonds, je ne peux que partager, mais pour l'avoir demandé depuis plusieurs années, c'est enfin arrivé. Mais l'augmentation ne concerne pas tous les outils inscrits dans les programmes précités. Par exemple, les crédits alloués à la prime d'aménagement du territoire, PAT, font de nouveau connaître une érosion et celle-ci risque de lui être fatale. Déjà divisé par 4 depuis 2013, les montants alloués dans ce PLF ne vont atteindre que 6 millions d'euros alors qu'ils étaient de 40 millions d'euros il y a encore quelques années. Ce qui m'amène à l'interrogation suivante, monsieur le ministre, souhaitez-vous la fin de la PAT, car tout ce rabotage s'apparente à une obsolescence programmée? Je tiens à rappeler 2 choses concernant la prime. C'est l'un des derniers leviers d'aide directe aux entreprises qui s'installent dans nos territoires. Sommes-nous en situation de plein emploi pour nous permettre autant de diminutions? Je ne le crois pas. Ensuite, l'étude qui a été commandée en 2017 par le CGET au cabinet d'audit Ernst & Young avait confirmé l'intérêt de la PAT comme outil de cohésion territoriale. C'est un choix que je regrette fortement, c'est pourquoi je soutiendrai des amendements visant à rétablir le montant de l'année dernière qui était beaucoup plus élevé. Concernant l'Agence nationale de cohésion des territoires, je m'interroge non pas sur ses prérogatives, mais sur les moyens qui lui sont consacrés pour y répondre. Il y a en effet un problème à cet égard. Avec seulement 49 millions d'euros de budget, comment peut-on prétendre que l'agence deviendra un vrai pôle de proximité, de soutien et d'expertise, et donc être compatible avec les besoins des territoires? Nous aurions souhaité plus de moyens pour que cette structure soit une véritable agence de revitalisation rurale, ce qui risque de ne pas être le cas. J'en viens aux zones de revitalisation rurale. Avec mes collègues Frédéric Espagnac et Bernard Delcros, nous avons récemment remis à la ministre Jacqueline Gourault notre rapport sur le sujet. C'est vrai que c'est un outil auquel nous croyons fortement. C'est l'un des derniers éléments d'attractivité pour les territoires ruraux, un des derniers moyens de résorption de leur fragilité structurelle, puisque, en effet, la politique des pôles d'excellence rurale a été supprimée, le FISAC a quasi disparu, sans compter les contrats de ruralité qui ont été mis en place en 2017 et qui n'ont déjà plus de crédits alloués. Dans ce contexte, les ZRR apparaissent comme le dernier phare dans la nuit de l'aménagement du territoire. À la croisée des chemins, il nous faut insuffler un nouvel élan au dispositif. C'est tout l'enjeu de notre rapport. Et l'Assemblée nationale a voté un amendement prorogeant le dispositif jusqu'au 30 décembre 2020, soit une prorogation de 6 mois. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour construire un zonage mieux ciblé et plus efficace pour la ruralité. C'est pourquoi nous proposons de proroger le classement actuel jusqu'au 31 décembre 2021, non pas pour le maintien d'un statu quo, mais bien pour prendre le temps de définir des critères plus adaptés, pour tenir compte des fragilités des territoires et d'améliorer le ciblage ainsi que l'efficience des dispositifs associés au zonage. Enfin, je souhaite conclure sur un point que je dois avouer commence vraiment à nous excéder les uns et les autres, et je sais que je ne suis pas le seul, même s'il sort du cadre des programmes en question. Il s'agit du fonctionnement opaque de la DETR. Nous discutons de la cohésion des territoires. Je crois que cette notion appelle à une cohésion des acteurs qui agissent dans et pour les territoires.
Or, le fonctionnement actuel de la DETR ne s'inscrit pas dans cette logique. Membre de la commission DETR dans mon département, celle-ci n'a ni connaissance des arbitrages de la préfecture, ni connaissance des critères retenus ayant permis de donner un accord ou non à un dossier et un projet dont le montant de subvention est inférieur à 100 000 euros. D'ailleurs, nous avons la liste des dossiers retenus que seulement un an après. Au fond, j'observe que la réserve parlementaire était bien plus transparente que la DETR. Ce sont les parlementaires qui, chaque année, je le rappelle, qui chaque année votent le budget et le montant de la DETR et non les préfets. Et je souhaite que tous les dossiers DETR soient examinés avec les membres de la commission des élus, et ce, à partir du premier euro dépensé. Nous réclamons donc plus de transparence et des amendements en ce sens seront discutés. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est maintenant à Madame Viviane Artigalas.